On fait grève aujourd'hui pour des meilleures conditions de travail, pour une revalorisation de notre statut qui est extrêmement précaire et qui l'est depuis sa création en 2003. Quand on regarde nos fiches de mission, notre première mission, c'est d'assurer la sécurité physique et morale, affective des élèves. On est surveillant dans la cour, mais on est assistante sociale dans la vie scolaire, on est infirmière quand il n'y a pas l'infirmière, on est éduc-spé quand il y a besoin. Donc en fait, c'est très large. Ce que ça veut dire, c'est qu'on compte sur nous pour assurer tous les moments de vie scolaire, c'est-à-dire les moments dans les établissements scolaires qui sont hors des cours. Vu qu'on a des contrats qui sont sur l'année, sur 12 mois, et qu'on a les vacances de l'éducation nationale, du coup, ça fait que, par exemple, pour un temps plein AED, c'est 41 heures par semaine. Donc 41 heures au contact direct des élèves en permanence. Et pour un SMIC horaire, donc 1200 quelques. Nous, on a aussi des moments où on est particulièrement exposé au virus. Par exemple, le moment où les élèves ont le droit, et c'est normal, de ne pas porter leur masque, c'est la cantine. Et donc, pendant la cantine, nous, on se balade dans un réfectoire où il y a 60, 100, 130 élèves qui portent pas leur masque et on est au milieu de tout ça. On a des établissements qui sont pas très grands, surtout en région parisienne, on peut pas faire des gros bâtiments. Donc en fait, on a des établissements qui suffisent tout juste à accueillir le nombre d'élèves qu'on a en temps normal. Alors pour respecter les 4 mètres carrés par personne, je vous laisse imaginer le bazar. Nous, on ne peut pas respecter les distances de sécurité et les gestes barrières quand les élèves ils sont collés dans des couloirs de moins d'1,50 m de large, parce que c'est ça la réalité des établissements scolaires. Comme on est AED, on gère les absences en fait, et il y a beaucoup d'établissements en fait où les CPE ou les principales ont demandé aux AED de ne pas signifier les cas Covid aux autres élèves. Par exemple, la semaine dernière, on s'est rendu compte que dans une classe, il y a 3 cas Covid et à aucun moment on nous a dit qu'il fallait prévenir les gens. Du coup, nous implicitement, on sait qu'en fait, il faut pas le faire quoi. Et aussi le fait qu'on a des contrats précaires fait que c'est très compliqué pour nous, parce qu'on sait qu'on peut se faire licencier rapidement. On sait que nos contrats, donc c'est des CDD, donc si on veut être réembauché l'année prochaine, il faut aussi se tenir à carreau. C'est un salaire quand même plutôt de misère. Moi, je suis pas en REP, mais ceux qui sont en REP, en fait, ils demandent la prime REP+, qui est pour les autres, pour tous les autres personnels, les profs et tout, il y a une prime REP+, mais pas pour les AED, par exemple. Nous, on est en première ligne pour faire appliquer les gestes barrières. Dans certains établissements, on doit refuser des élèves parce qu'ils ont pas leur masque. On doit leur faire mettre du gel hydroalcoolique, ce qui s'ajoute à toutes les missions qu'on exerce déjà au quotidien et ce qui rend notre travail d'autant plus difficile. Nous, on est équipés de masques en tissu blanc qui sont pas forcément très efficaces, comme ont pu le montrer des enquêtes où des agents qui portaient ces masques-là ont été considérés comme cas contact après avoir côtoyé des élèves qui ont contracté le Covid, tandis que d'autres agents qui avaient des masques chirurgicaux typiquement n'étaient pas considérés comme cas contact. Donc la protection est vraiment minimale et on est au quotidien à proximité des élèves, et c'est aussi à nous des fois de devoir gérer l'éviction des élèves qui sont diagnostiqués au Covid. Moi je sais que dans mon établissement il n'y avait pas d'infirmière au début de l'année, donc c'était à nous de gérer ce genre de cas aussi. Nous revendiquons donc la titularisation sans condition de tous les personnels par la création d'un statut d'éducateur scolaire pour la reconnaissance pleine et entière de notre fonction éducative, l'augmentation des salaires et la baisse du temps de travail, l'obtention de la prime REP et REP+, pour tous les personnels travaillant en éducation prioritaire, une prime Covid enfin pour compenser les risques sanitaires que nous encourons tous les jours face à la situation dans nos établissements. La commission d'enquête parlementaire sur le Covid-19 a rendu son rapport, un rapport accablant, un rapport à charge contre le gouvernement, une commission pilotée par les députés LR à l'Assemblée nationale et qui parle de sous-estimation du risque ou encore de pilotage défaillant de la crise, alors que de leur côté, les députés LREM ont préféré parler d'un rapport partiel et un rapport partial. Éric Ciotti, le rapporteur de la commission, qui a déclaré ne pas vouloir que la commission se transforme en un tribunal, a parlé d'une gestion chaotique de la crise. Un rapport
rapport donc adopté ce matin par les députés, à l'exception des députés LREM qui ont préféré s'abstenir concernant ce vote. Au total, ce sont pas moins de 50 auditions, 130 heures d'audition sur 6 mois. Énormément de personnalités ont été entendues par les députés, des membres du gouvernement, des ministres de la Santé, anciens ministres de la Santé, des anciens membres du gouvernement également, à l'image d'Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre, mais également des personnalités du monde scientifique comme le professeur Didier Raoult. 96 plaintes contre le gouvernement ont été adressées à la Cour de justice de la République, a déclaré le chef de file des députés LR à l'Assemblée nationale, Damien Abad, qui dénonce un manque d'anticipation du gouvernement, mais aussi des messages contradictoires, notamment sur la polémique autour du masque. Il a également parlé des grands oubliés de cette crise sanitaire en faisant référence aux personnes âgées et puis aux maisons de retraite. Alors qu'Éric Ciotti, de son côté, surenchérit, il a déclaré que la gestion du coronavirus ne devrait pas être mise entre les mains du ministère de la Santé, mais plutôt du ministère de l'Intérieur. Les députés LR ont déclaré qu'ils étaient déterminés à faire la lumière et dire la vérité aux Français concernant cette gestion de crise du coronavirus. De son côté, le Sénat, à majorité à droite, on craint les mêmes conclusions que ceux qui ont été déclarés ici à l'Assemblée nationale par la commission d'enquête. Le Sénat qui a, elle, sa propre commission d'enquête et qui devra examiner son rapport la semaine prochaine. Honnêtement, le vaccin pour décembre, mais moi, franchement, Vous y croyez pas? Ben non, mais on n'a même pas encore les études. Vous vous rendez compte, on n'a même pas encore les études, quoi. C'est-à-dire, on parle de choses qui restent vues à travers des comités de presse, des communiqués de presse de laboratoires pharmaceutiques. Mais on a entendu dire... Pas, hein, honnêtement, j'arrive pas à suivre, quoi. On a entendu dire que l'Allemagne pourrait démarrer le 15 décembre si l'autorité européenne du médicament valide d'ici là. Bah oui, mais vous savez, vous croyez qu'ils vont faire ça en 15 jours? Dire, c'est quand même difficile d'analyser l'efficacité, la toxicité d'un médicament, d'un vaccin. Après, si jamais il y a un pépin, on va nous reprocher d'être allé trop vite. Et ça va condamner complètement les vaccinations pour des décennies, pour des maladies qui sont mortelles dans 100% des cas comme la rage. Mais c'est pas possible, quoi. Donc je trouve qu'il y a là encore un excès de précipitation, même si je suis bien conscient de la gravité de la maladie, hein, attention, mais il y a quand même un excès de précipitation. Et moi, je n'ai toujours pas vu les études publiées de toxicité et d'efficacité des deux vaccins dont on parle le plus, le vaccin américain et le deuxième vaccin américain. On ne peut pas rendre le vaccin obligatoire. Non, ça va devenir contre-productif. Et en plus, vous savez, c'est un vaccin d'un type unique. C'est un vaccin révolutionnaire. Il n'y a aucun vaccin de ce type existant à l'heure actuelle nulle part dans le monde. Donc c'est un nouveau type de vaccin. Donc le Covid va permettre d'expérimenter, entre guillemets, un nouveau type de vaccin révolutionnaire qu'on n'a jamais utilisé, c'est-à-dire des vaccins à base de matériel génétique, ARN ou ADN. Ça n'a jamais été fait. Donc, voilà. Ça rend d'autant plus difficile de le rendre obligatoire. Je pense, c'est tout ce qu'on a. Et on a des communiqués de presse de ces labos qui nous disent, bah voilà, notre vaccin, enfin, il y a une surcommunication. Et je vous rappelle que la principale bénéfice, pour l'instant, ça a été le PDG des laboratoires respectifs qui ont engrangé des millions d'euros en l'espace d'une minute. Hein. Non, mais c'est très intéressant. À haut risque pour l'exécutif, et voilà que le projet de loi sur la réforme des retraites refait son apparition dans un contexte d'urgence sanitaire. Les parlementaires craignent un risque de tension avec le retour de ce projet de loi annoncé par Bruno Le Maire, le ministre des Finances, qui a jugé cette proposition de loi et cette réforme des retraites comme priorité pour 2021. La réforme des retraites est morte-née car ceux qui l'ont portée sont démonétisés. Il y a trop de tensions sociales dans ce pays. Ma conviction profonde, c'est qu'il n'y aura pas de réforme des retraites sur ce quinquennat. Bruno Le Maire serait bien inspiré d'en parler avec tous ses collègues. Le PS ne veut pas voir revenir après la crise sanitaire une réforme qui était déjà mauvaise avant la crise. Il serait profondément indécent de revenir à cette réforme de régression sociale. Une priorité absolue pour Bercy qui fait même grincer des dents côté syndicat. La priorité du moment, c'est la relance économique, la cohésion sociale, la question de l'emploi et du chômage. Il faut se concentrer là-dessus. On est encore dans ce moment où on investit dans l'avenir. On n'a pas la mesure de tout ce que cette crise a produit sur les systèmes sociaux. On a suffisamment de tensions aujourd'hui. Il faut traiter les questions quand elles se posent. La dette, c'est trop tôt. Sortons de la crise avant toute chose. Si ce dossier revient sur la table, il donnera lieu à un conflit social, l'urgence est de retrouver du boulot. Le MEDEF, de son côté, préfère jouer la carte de la montre, temporiser,
Là où Bruno Le Maire, plus royaliste que le roi, voulait mener à bien cette réforme, quitte à tacler le syndicat patronal sur la droite. L'État nounou et l'économie subventionnée ont atteint leurs limites. La réforme systémique des retraites devra attendre un peu. On ne peut pas demander aux partenaires sociaux de tout faire à la fois. Pour Bercy, toutes les excuses sont bonnes pour faire passer cette réforme explosive, quitte à accélérer le calendrier et faire porter le fardeau aux Français déjà bien éprouvés. Et les divergences se font même sentir dans les rangs de la majorité. Une position vis-à-vis de laquelle Elisabeth Borne et la ministre du Travail et son collègue chargé des relations avec le Parlement ont préféré prendre des distances. La priorité absolue, c'est de sortir de la crise sanitaire, économique, sociale, de protéger les emplois, c'est l'avis unanime des partenaires sociaux. Il faut trouver un chemin pour reprendre les discussions avec les partenaires sociaux, pas avec le 49.3, comme cela a été fait en première lecture à l'Assemblée, avant l'éclatement de la crise sanitaire. La réforme des retraites visait à avoir plus de justice et l'anglais sur la question budgétaire ne me paraît à ce stade pas la question. Croissance contre justice sociale, Bruno Le Maire n'aura jamais autant été isolé dans ce contexte politique, économique et sanitaire où ce projet de loi sur la réforme des retraites ne semble pas être à l'ordre du jour. Il y avait le moindre doute sur ce qui est visé par ce texte, qui en reste à quelques généralités redondantes et inutiles. Les interventions que nous avons entendues nous auront suffisamment éclairés. Vous visez l'islam et vous le faites sans discernement, en tenant pas compte de ce qu'est l'histoire profonde de la France, à qui les guerres de religion n'ont jamais rien valu de bon. Que faisons-nous à cette heure? Nous combattons le djihadisme politique terroriste. Voilà ce que nous faisons. Alors, si nous le combattons, il faut s'en donner les moyens. Et le premier de ces moyens, c'est de ne pas lui donner la victoire, en lui attribuant une capacité à représenter les musulmans de France qu'il n'a pas, et en acceptant de nous diviser entre Français selon notre religion. Voilà les deux points qu'il faut refuser au djihadisme. Et c'est ce que j'ai l'intention de faire à cette tribune, en commençant par dire que je partage la souffrance des musulmans de Brétigny qui ont été agressés hier par une voiture bélier contre leur mosquée. Comme je m'étais associé à l'unique protestation qui se fit dans ce pays après les attentats à la mosquée de Bordeaux avec la manifestation du 10 novembre. Votre texte invente l'eau chaude. Il répète que la Constitution s'applique à tout, la belle découverte. Décréter pendant que vous y êtes que tous ceux qui cessent de respirer sont condamnés à mort. Et vous aurez fait la même avancée. Ça n'a pas de sens. Le moment est venu de se rappeler que 80% des victimes du djihadisme sont des musulmans. Dans le monde entier, et y compris sur notre territoire. Lorsque, par exemple, le premier attentat abominable à Nice a fait des victimes de toute religion, nous le savons tous très bien. Il ne faut pas donner le poing à nos ennemis. À cet instant, j'ai le cœur serré en pensant à ceux de mes camarades assassinés en Algérie par l'islamisme politique. J'ai le cœur serré en pensant à mes camarades Choukri Belaïd et Mohamed Brahmi, assassinés en Tunisie parce qu'ils étaient des dirigeants du Front populaire qui voulaient proclamer le caractère laïque de la République tunisienne. Ne les confondons pas, ne les oublions pas, ne les méprisons pas. Ces musulmans, dans une tradition qui commence avec Averroès, qui se retrouve dans le mutazilisme, se sont toujours opposés à ce que la loi religieuse s'impose sur la loi de la cité. Et dans le Coran, si vous voulez le savoir, cela est écrit en toutes lettres. Après, vous pouvez toujours dire que 74% des jeunes musulmans pensent que la loi de Dieu est au-dessus de la loi civile. Mais 100% des croyants pensent que la loi de Dieu est au-dessus de toute liste, au-dessus de toute loi. Et s'ils ne le croient pas, alors ce sont des hérétiques ou des mécréants. Mais bien sûr, tous respectent. On peut accepter la loi de Dieu et ensuite accepter la loi civile. Et c'est ce que font les croyants qui, par exemple, ne veulent pas de l'avortement, mais respectent la liberté de l'avortement. Ils ne se l'appliqueront pas à eux. Et ça n'a empêché aucun chrétien qui croit au premier des articles du Décalogue, tu ne tueras point,
de faire son devoir au service de la patrie, quand bien même cela signifiait qu'il fallait tuer beaucoup, hélas, 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 et entre chrétiens comme entre Français et Allemands. La guerre de religion ne vaudra jamais rien à la France. 3 siècles de guerre entre catholiques et protestants, après 1000 ans de mauvais traitements à l'égard des Juifs. Où tout cela nous a menés? Nulle part. Jusqu'à la grande loi de 1905 qui dit la seule chose qui vaille. L'État ne reconnaît aucune religion. Votre texte est d'une hypocrisie absolue. Avez-vous l'intention de dissoudre les partis identitaires et suprématistes blancs qui existent en France? Non. Avez-vous l'intention de dissoudre la Ligue de défense juive, qui a grossièrement insulté les parlementaires de la France insoumise et les a obligés à quitter sous la protection de la police une manifestation, organisation qui est déclarée terroriste en Israël et aux États-Unis d'Amérique? Non plus. Avez-vous l'intention de cesser les relations avec les régimes islamiques qui, chaque année, condamnent des dizaines de personnes à la peine de mort ou à la lapidation? Non plus. Nous sommes en train de perdre notre temps et de donner à la France une image lamentable. Non, il n'y a pas de guerre en France contre les musulmans. Il y a la laïcité, la loi implacable qui s'applique à tous de la même manière. Et c'est seulement cela, collègues députés de la Corse, qui vous donne raison. La République française est indivisible en ce sens que la loi décidée par tous s'applique à tous. La seule communauté qui soit admise en France est la communauté légale. Je reviendrai dans mes amendements sur ce qui me reste à dire sur le reste. Rappelez-vous de ça. Pas de guerre de religion en France. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous parle du Blanquer-Gate. Qu'est-ce que c'est le Blanquer-Gate? Finalement, c'est une opération d'embrigadement de mineurs financée par de l'argent public pour soutenir la politique de Jean-Michel Blanquer. Pour la comprendre, il faut remonter au mois de décembre 2018. On est à l'époque en plein mouvement lycéen, d'opposition à la contre-réforme du lycée et du bac. Après Parcoursup, les lycéens s'opposent à ce qu'ils considèrent comme une réforme qui va aggraver les inégalités scolaires, puisqu'elle va notamment conduire à la fin du baccalauréat comme diplôme national et au fond à ce que la valeur du baccalauréat dépende de la réputation de chaque lycée. Le mouvement est d'ampleur et on voit alors surgir sur les réseaux sociaux des lycéens qui prennent position en défense de Jean-Michel Blanquer et du gouvernement. Et ils diffusent des tweets avec ce hashtag Avenir lycéen. Qui sont ces lycéens? Ce sont des jeunes avec Macron. On peut le retrouver très facilement sur Twitter aujourd'hui. Et ce hashtag Avenir lycéen qui est diffusé vers le 7, 8, 9 décembre, eh bien, il va être ensuite, sa diffusion va être amplifiée, notamment par l'action des rectorats qui vont pousser partout en France des élus lycéens à reprendre à leur compte ce hashtag et à finalement produire des communiqués favorables à l'action du gouvernement. On est au début du mois de décembre et quelques jours plus tard, un nouveau syndicat lycéen voit le jour. Ce syndicat lycéen va s'appeler Avenir lycéen. On retrouve ce hashtag qui au départ vient de Jeunes avec Macron. Il est créé par une vingtaine de personnes et à peine créé, il est immédiatement reçu par les plus proches de Jean-Michel Blanquer, le DGESCO numéro 2 du ministère de l'Éducation nationale, les membres du cabinet de Jean-Michel Blanquer et d'anciens membres d'Avenir lycéen qui s'expriment aujourd'hui dans la presse, décrivent l'immense proximité, l'intimité presque, tutoiement entre ces fondateurs d'Avenir lycéen, cette poignée de jeunes lycéens, et donc l'entourage extrêmement proche du ministre Jean-Michel Blanquer. Ce syndicat lycéen, Avenir lycéen, qui est donc créé de toutes pièces à la fin de l'année 2018, il va systématiquement prendre des positions très favorables à la politique du gouvernement et recevoir des moyens considérables, de l'argent public pour financer sa supposée activité. En 2019, ce syndicat va recevoir par exemple 40 000 € pour financer un congrès qui ne va jamais se tenir. Et dans Mediapart, dans Libération, on apprend que cet argent va être dépensé pour des nuits dans des hôtels de luxe, pour des factures dans des restaurants somptueux, pour de l'achat de matériel informatique. Rien, en tout cas, que l'on peut directement relier à une activité d'intérêt général au service des lycéens.
Donc il y a beaucoup de questions dans cette affaire. Il y a la question évidemment de l'usage de l'argent public. Il y a la question de la façon dont des mineurs, parce que nous parlons de lycéens, ont été instrumentalisés par le pouvoir politique, par Jean-Michel Blanquer et ses plus proches collaborateurs pour finalement servir de caution, d'appui à sa politique qui, je le répète, était à l'époque majoritairement rejetée par les lycéens et par les syndicats lycéens. On a une question de démocratie lycéenne. Ce syndicat Avenir lycéen qui va capter une très grande part du financement public alloué aux associations lycéennes, eh bien, il va le faire au détriment des autres, au détriment des syndicats opposés à la politique de Jean-Michel Blanquer, qui eux vont voir leurs moyens diminuer drastiquement jusqu'à mettre donc en difficulté leur fonctionnement. Et puis au fond, on a une faillite morale, on a au fond une corruption morale. On est au ministère de l'Éducation nationale. Le ministre de l'Éducation nationale, plus que personne au fond, sa mission fondamentale est de veiller à l'émancipation des jeunes. Et bien là, nous voyons une opération qui consiste finalement à les infantiliser, à leur faire finalement prendre des positions, à peut-être leur donner en récompense des moyens, au fond pour instrumentaliser cette jeunesse et lui faire tenir un discours qui est favorable aux intérêts du gouvernement. C'est donc extrêmement grave. On sait que ce ministre, il a beaucoup de problèmes avec la vérité. Il ment sur les chiffres de la Covid à l'école. Il est allé jusqu'à produire ses propres données qui sont contradictoires avec celles de Santé publique France. On sait qu'il a un rapport très difficile au savoir, à la recherche de la vérité, notamment scientifique. On l'a vu s'attaquer très vertement aux sciences sociales, à l'université, en accusant la recherche française, au fond, d'avoir des accointances avec ce qu'il appelle de l'islamo-gauchisme. Eh bien, une nouvelle fois, cette affaire qui, sur le fond des principes, porte atteinte à ce que doit être la mission d'un ministre de l'Éducation nationale, eh bien, elle révèle ce rapport extrêmement ambigu à la vérité de Jean-Michel Blanquer. Il y a là des faits extrêmement graves qui appellent des réponses et qui doivent amener Jean-Michel Blanquer à quitter sa position puisqu'il ne peut plus aujourd'hui, ce lien de confiance étant rompu avec lui, occuper les fonctions de ministre de l'Éducation nationale. Gérald Darmanin a fait un long préambule pour affirmer son soutien indéfectible aux forces de l'ordre. Il a expliqué que ceux qui salissaient l'uniforme devaient être révoqués, une procédure courante, dit-il, mais plutôt que de pointer les fautes, il souhaite aider les forces de l'ordre avec par exemple davantage de formation, d'encadrement sur le terrain ou encore de matériel. Il souhaite également que les sanctions préconisées par l'IGPN soient appliquées et puis il a fait allusion à une éventuelle réforme de cette inspection. Il est également revenu sur un outil très précieux, selon lui, la caméra piéton. Je vous propose de l'écouter. Les caméras piétons seront généralisées au 1er juillet à la demande du président de la République pour toutes les brigades de police et de gendarmerie. Je m'en félicite. La proposition de loi sécurité globale permet d'ailleurs d'utiliser ces images pour le chef qui regardera le sujet, notamment l'OPJ qui est à l'intérieur du commissariat de la brigade de gendarmerie au retour de cette intervention. Et troisièmement, les véhicules de police, comme de pompiers d'ailleurs, pourront avoir dans le véhicule qui regarde la voie publique ces caméras qui permettront notamment d'avoir des meilleures vues et de surveillance de l'action de police. Les caméras, elles protègent bien évidemment les citoyens des accès tout à fait inacceptables de violence de la part des forces de l'ordre, mais elles protègent aussi les policiers qui, vous le savez, bien souvent sont blessés, vilipendés, insultés lorsqu'ils interviennent. Et malheureusement, aujourd'hui, la voix du policier ne vaut pas toujours la voix de la personne qui est mise en accusation et qui a pourtant commis, elle, des actes extrêmement forts contre les représentants des forces de l'ordre. Les réponses de Gérald Darmanin étaient très attendues par les députés de l'opposition que nous avons interrogés. Je vous propose d'écouter Mathilde Panot, députée insoumise, et Olivier Marleix, député Les Républicains. C'était indispensable que le gouvernement et la majorité parlementaire réagissent après les manifestations extrêmement fortes qu'il y a eu ce week-end, avec 500 000 personnes dans tout le pays qui ont manifesté, qui montrent qu'il y a une opposition populaire à cette loi, et puis une opposition aussi d'organisations internationales, notamment de l'ONU, mais aussi de toutes les organisations de défense des droits humains dans notre pays, ou encore des syndicats de journalistes. Donc il était peut-être temps qu'ils s'aperçoivent qu'il y ait un problème. Malheureusement, je pense qu'ils continuent à s'entêter sur cette voie parce que je ne vois pas comment ils vont réécrire cet article, d'autant plus que ça serait presque drôle s'il n'y avait pas une dérive autoritaire, de voir M. Castaner notamment,
dire que finalement cet article était très bien écrit et qu'il offrait de nombreuses garanties, mais qu'il pouvait quand même y avoir des interprétations qui nécessitaient une réécriture. Donc on attend de voir, mais nous on continue de demander le retrait dans son entièreté de cette loi de sécurité globale. Sur l'article 24, je crois que le gouvernement a fait preuve d'une grande maladresse et dont il a du mal à sortir aujourd'hui. L'annonce d'ailleurs de la majorité ne rime pas à grand-chose puisque en réalité le texte est voté, donc il n'y a plus rien à retirer. C'est le Sénat de droite qui va juger de ce qu'il faut faire de cet article 24. Je crois qu'en réalité, au-delà de cette péripétie, les manifestations importantes qu'il y a eu en France samedi dernier pour défendre les libertés révèlent un vrai malaise dans notre pays sur la façon dont le pouvoir emploie les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre, elles ne sont pas au service d'un pouvoir, elles sont au service du maintien de l'ordre, elles sont au service du maintien de la paix et elles sont au service de la loi et rien d'autre. Sur l'usure des forces de l'ordre, justement, Gérald Darmanin a annoncé qu'il allait recruter 300 CRS et gardes mobiles supplémentaires. Concernant le tabassage du producteur de musique, le ministre de l'Intérieur a affirmé qu'il souhaitait que les personnes suspendues soient révoquées au terme du processus judiciaire. Il a été fait état du préfet l'Allemand, sans surprise, remis en cause par de nombreux députés. Gérald Darmanin lui a réitéré toute sa confiance. Il a aussi répondu à la députée insoumise Danielle Obono qu'il y avait un sujet concernant le racisme et qu'il fallait y travailler. En revanche, il a éludé ou esquivé certaines questions, notamment sur les Black Blocs ou encore le lien de confiance avec la population après de nombreuses interventions très contestées des forces de l'ordre. On leur demande s'ils iront se faire vacciner contre la Covid-19. Les Français restent méfiants. Je sais pas que je fais pas forcément confiance, c'est que ça a été rapide, plus rapide que d'habitude, et que je sais pas s'il est vraiment au point. Il vient juste de sortir, on sait pas s'il a été testé. Enfin, je sais pas, moi ça me fait un petit peu peur de me faire vacciner contre ça. J'attends plutôt les scientifiques qui nous rassurent un peu plus. Selon une étude IFOP fiduciale, 6 Français sur 10 n'ont pas l'intention de se faire vacciner. Et cela pour 2 principales raisons. D'une part, des craintes sur les vaccins, sur leur nocivité, des segments de la population perméables à la théorie du complot, à des critiques sur les vaccins. Beaucoup de personnes aussi qui disent qu'elles n'en ont pas besoin puisque soit elles ont été malades, soit elles ne se sentent pas en danger par rapport à la Covid-19. Les jeunes, les sympathisants de la France insoumise et du Rassemblement national sont les plus hostiles à cette vaccination.